mémoire est une bibliothèque d'études et de conservation chargée de sauvegarder, de préserver le patrimoine écrit de la ville de Sélestat. Néanmoins, et c'est une évidence qui s'impose de plus en plus aux bibliothécaires en charge de fonds patrimoniaux, la conservation est indissociable de la mise en valeur des ressources considérées. Ainsi, le cahier des colliers de Guillaume Gissenheim avait fait l'objet en 2011 d'un premier partenariat entre la ville de Sélestat et Mission Voix Alsace, partenariat qui a donné lieu à une comédie musicale tout à fait sympathique, intitulée 1494, une histoire musicale. Donc, effectivement, forte de cette première réussite, ces deux entités ont pris le parti de poursuivre ce partenariat en 2013 en mettant sur les rails le projet Chanter le patrimoine. L'objectif de ce partenariat, de ce dispositif, étant de mettre en valeur les fonds de partition conservés à la bibliothèque humaniste. Et ce partenariat devrait donner lieu dans un avenir plus ou moins proche à un concert qui donnera d'autant plus de matière à cette réalisation. Dans le cadre de cette causerie du mois d'avril, effectivement, nous allons présenter ce panorama dont j'ai déjà donné les principaux éléments il y a 30 secondes. Pour ma part, je vais présenter à grands traits, mais vraiment à grands traits dans le cadre du temps qui m'est imparti, les fonds musicaux de la bibliothèque humaniste. Et dans ce cadre-là, avant de me pencher sur les grands accroissements du XXe siècle, je voudrais tout d'abord rappeler que la bibliothèque humaniste conserve dans ses collections les plus précieuses, comme toute bibliothèque patrimoniale, une série de livres liturgiques anciens, à commencer bien évidemment par un certain nombre de manuscrits médiévaux. Je présenterai ensuite le fonds musical de l'abbé Vogeleis, avant de m'attarder quelque peu, je m'appuierai bien plus sur les contributions de mes deux autres camarades, sur la bibliothèque musicale des compositeurs alsaciens. Alors nous allons commencer par les manuscrits musicaux et les imprimés anciens qui sont dans les collections de la bibliothèque humaniste. Je ne vais pas vous assommer, si je peux dire ça comme ça, en vous présentant une typologie complète des manuscrits liturgiques médiévaux, nous y serions encore demain matin. Je vais simplement rappeler l'existence d'un certain nombre d'entre eux, au premier rang desquels apparaît le psautier, qui est le plus ancien livre liturgique de l'Office. C'est le livre biblique particulièrement adapté à la méditation spirituelle et il a été très tôt affecté à la liturgie des heures. L'utilisation du psautier à l'Office a été rapidement définie dans les différentes règles monastiques anciennes, notamment dans la règle de Saint Benoît. D'autres usages du psautier ont été mentionnés d'ailleurs dans ces règles. On sait notamment que c'est dans le psautier qu'on apprenait à lire avant tout. À l'Office, le psautier constituait le pivot de la psalmodie responsoriale pratiquée par les moines. Le livre par excellence, dans le cadre du chant au cours de l'époque médiévale, du moins dans sa dimension liturgique, c'est évidemment l'antiphonaire de l'Office, qui contient dès le IXe siècle l'ensemble des pièces de chant, les antiennes et les répons en particulier, regroupées en formulaires, classés suivant les heures et dans l'ordre de l'année liturgique. Dans les manuscrits, les différentes pièces et heures de la journée étaient généralement indiquées sous forme de rubriques abrégées. La réforme carolingienne du IXe siècle, vous connaissez sans doute aussi sous l'appellation de Renaissance carolingienne, a imposé un antiphonaire type pour l'ensemble des monastères de l'Occident. Par la suite, chaque ordre et chaque congrégation a mis au point sa propre organisation de la liturgie sur le modèle de l'antiphonaire de l'Office carolingien. Parmi les autres manuscrits sur lesquels s'appuie le chant liturgique, on mentionnera aussi le Tropère, qui n'est pas très connu. À partir du Xe siècle, et peut-être dès le siècle précédent, le chant liturgique des moines à la messe a été embelli par des formes nouvelles. C'est ce qu'on appelle des tropes. Ce sont des chants d'origine non biblique, des créations littéraires et poétiques de grande qualité. Essentiellement d'origine monastique, les plus anciens tropères connus ne datent que du Xe siècle. Au tout début, les tropes étaient aussi transcrits sur des espaces vides laissés dans d'autres manuscrits liturgiques et principalement dans l'antiphonaire dont je viens de parler. On les a ensuite copiés dans des livrets de tropes qui ont permis la diffusion de ces pièces et la composition de recueils en prélude à un livre homogène qu'on appelle le tropère à proprement parler.
je n'irai pas au-delà, je dirais, pour ce qui est de la typologie de ces manuscrits. Par contre, l'historien du livre et des bibliothèques que je suis aussi va bien plus s'intéresser aux sources qu'on peut être amené à mettre en œuvre dans le cadre de l'étude de ces manuscrits musicaux au cours de l'époque médiévale, et tout particulièrement, je dirais, pour ce qui est de Sélestat. Alors, le manuscrit 22 de la bibliothèque humaniste, alors, juste en passant un petit clin d'œil en direction d'un manuscrit disparu que vous connaissez peut-être, le Jardin des délices, Hortus Deliciarum, de l'abbé de Hohenbourg, qui a été réalisé sous l'égide de l'abbesse Hérade. Et vous voyez tout particulièrement les disciplines, cet ensemble de disciplines que constituent le trivium et le quadrivium. Et dans le quadrivium, vous trouvez notamment les disciplines plus scientifiques, parmi lesquelles figure la musique, représentée sous cette forme. J'ai dû tricher, vous voyez qu'elle se trouve en bas, la tête à l'envers, j'ai dû retourner l'image. Alors, autre clin d'œil en direction, je dirais, des manuscrits liturgiques anciens. À l'issue d'un certain nombre de réformes de la liturgie, pour ce qui est dans le cadre du Concile de Trente par exemple, ou même auparavant, un certain nombre de manuscrits ont été réutilisés, puisqu'effectivement ils n'étaient plus, entre guillemets, ils ne faisaient plus autorité en quelque sorte, et c'est le genre de défait qu'on peut retrouver lorsqu'on est amené à démembrer des reliures dans le cadre d'opérations de restauration par exemple. Et là vous avez effectivement un défait qui présente une notation ancienne. Il s'agit manifestement d'un manuscrit, d'un extrait, d'un fragment d'un manuscrit liturgique. C'est un fragment, pour rendre à César ce qui lui revient, qui se trouve au Grand Séminaire à Strasbourg. Alors j'en reviens au MS 22. Provenant des collections de la bibliothèque humaniste, le livre des miracles de Sainte-Foy. Vous connaissez le S qui a circulé sous la forme d'un timbre il y a quelques années, et c'est ce feuillet qui m'intéresse tout particulièrement. C'est le feuillet 14 recto, c'est un inventaire de la bibliothèque du prieuré, inventaire qui a été dressé en 1296 à la suite de l'entrée en fonction du prieur Miro ou Miron. On le retrouve sous les deux noms. À cette époque, la bibliothèque comprend 110 volumes, avec évidemment des bibles, des évangiles, des commentaires en tout genre, par exemple le commentaire de Bède sur la Genèse, etc. On y trouve des vies de saints, et tout particulièrement, nous sommes en Alsace, la Vita Odiliae, une vie de saint Odile. On y trouve des écrits des pères de l'Église, des recueils de droit canonique, des manuels de grammaire, etc., etc. Et on y trouve aussi des ouvrages liturgiques, avec notamment un Ordo ad Missam, donc un manuscrit qui contient l'ensemble du déroulement de l'ordonnancement de la messe. Et on y trouve aussi le missel du chapelain de Kinsheim, qui se trouve à la fin de l'inventaire. Néanmoins, cet inventaire ne comporte sans doute que les ouvrages conservés dans l'espace dévolu à la bibliothèque, puisqu'il est question au début de l'inventaire des ouvrages qui se trouvent in communi armario, dans la bibliothèque commune. Manque à l'appel les ouvrages conservés dans le chœur et dans la sacristie de l'église, comme devait l'être vraisemblablement un certain nombre d'antiphonaires et d'autres graduels. Un autre document nous renseigne sur les manuscrits musicaux qu'on peut trouver dans les communautés religieuses célestadiennes au Moyen-Âge. Il s'agit en l'occurrence d'un extrait d'un manuscrit qui se trouve dans les collections de la bibliothèque municipale de Colmar, qui comporte un obituaire des hospitaliers de Sélestat, ainsi qu'un inventaire exhaustif du mobilier de la commanderie, inventaire donc daté de 1487. Et on y trouve notamment, au début de l'inventaire, des mentions des libri chorales, seu ecclesiastici, libri missales, donc il n'y a pas besoin d'être en latiniste pour comprendre de quoi il s'agit, donc l'ensemble des livres utilisés effectivement dans le cadre du chœur et dans le cadre des offices. Et sont ainsi mentionnés un certain nombre d'antiphonaires et de graduels qui se trouvent de part et d'autre du chœur, une polybète latere chori, ainsi que les psautiers, des missels et autres bréviaires. Donc les anciens propriétaires sont également mentionnés. On trouve des mentions comme un psalterium, des bapiro ligatus catenatus, donc un psautier sur papier. D'habitude on parle de carta, mais là c'est du bapiro
sikh. C'est un ouvrage qui est relié et doté d'une chaîne, Catenatus. Donc un certain nombre de considérations effectivement nous renseignent sur je dirais la reliure de ces documents. Donc c'est typiquement le type de source qu'on peut être amené à utiliser concernant l'histoire de ces manuscrits liturgiques. Alors, autre considération pour ce qui est des manuscrits qui nous sont parvenus, j'en reviens au manuscrit 22 des collections de la Bibliothèque humaniste, donc toujours ce livre des miracles de Sainte-Foy, qui comporte en particulier un certain nombre d'hymnes en l'honneur de Sainte-Foy et les chants de l'office de la Sainte, donc interprétés le jour où on célèbre tout particulièrement sa fête. Et donc le travail de résurrection de ces chants a été mené il y a une petite dizaine d'années par l'Heinrich Isaac Ensemble de la Musikhochschule de Karlsruhe sous l'égide de Hans-Georg Renner. Et cette résurrection, en quelque sorte, a pris la forme d'un ensemble de 4 CD audio qui permettent de redonner vie à l'ensemble de cet office. Alors, on va peut-être juste écouter un extrait. Donc cette antienne, O Beata et Venerabilis Virgo Fides. L'ambiance en quelque sorte dans laquelle on est plongé lorsque on écoute ces CD. À côté de ce joyau qu'est le livre des miracles de Sainte-Foy se trouve toute une série d'autres manuscrits liturgiques de provenances diverses, à l'instar du manuscrit 89, un vespéral et hymnaire de la fin de l'époque médiévale provenant de l'église paroissiale de Célestat. On pourra signaler aussi que le manuscrit 17 du Xe siècle comporte un certain nombre d'indications portant sur la mesure des tuyaux d'orgue. Vous voyez que dès le Xe siècle, on se penche sur ce genre de considération. Pour l'époque moderne, il faut mentionner la présence dans les collections de la Bibliothèque humaniste de l'humaniste suisse Henri de la Réan, qui a vécu de 1488 à 1563. C'est surtout par ses recherches sur la musique que ce savant a acquis la réputation que l'on lui prête. Préparé dans son Introductio Isagogein Musiken de 1516 et réalisé dans son Dodecapordon de 1547, sa définition de la gamme à 12 tons, tout comme ses efforts pour revitaliser le chant choral, ont ainsi pu prendre forme. Et la bibliothèque humaniste conserve 2 traités de ce savant. Vous avez ici la page de titre d'un de ces 2 traités avec ce bel encadrement de titres. Par contre, et malheureusement, nous ne conservons aucune œuvre de l'humaniste musicien, tout particulièrement organiste. Il a été un temps titulaire de l'orgue de Saint-Thomas de Strasbourg. Cet humaniste musicien qui a marqué le XVIe siècle alsacien, à savoir Ottmar Nachtgall, connu aussi sous le nom de Luscinius,
qui a vécu de 1480 à 1537. Cependant, il importe de signaler que, par l'entremise de la bibliothèque de Rhénanus, nous est parvenue une édition incunable, imprimée à Venise entre février 1497 et juillet 1499. C'est en l'occurrence, vous avez là une autre vue du traité de Glaréan, il s'agit en l'occurrence d'une édition des œuvres de Boès, qui compte, pour le sujet qui nous intéresse, un traité intitulé De Musica Libri Quinque, donc un traité en 5 livres portant sur la musique, avec, je dirais, toutes les combinaisons qui peuvent se faire du point de vue des tons et des harmonies, mais là je laisse les connaisseurs, les experts en parler, avec toutes ces illustrations qui rendent compte de ces combinaisons possibles. Alors j'attire tout de suite votre attention sur cette illustration. La musique à Célestat, dans ses environs proches au XVIIIe siècle, est marquée par la figure du bénédictin Célestin Arst, qui a vu le jour aux alentours de 1698 à Célestat, et qui est passé de Via Trepa autour de 1778 à Saint-Marc de Geverschwir. Le jeune Joseph Arst a étudié les arts libéraux et la musique avant d'entrer à l'abbaye d'Ebersmünster, qui est représentée sur cette illustration extraite d'un ouvrage d'astronomie dont l'auteur est un autre bénédictin d'Ebersmünster. Donc Arst devient novice à Ebersmünster, puis moine, prêtre, professeur et prieur après 1740. Il devient assez rapidement un organiste renommé, et on sait qu'il a pu faire résonner l'instrument installé par André Silbermann en 1728-1732. Arst est connu essentiellement pour avoir été un des grands clavecinistes français du XVIIIe siècle, ce qui lui valut notamment d'être invité à Versailles, où il a pu jouer devant le roi et la cour. On lui doit en particulier un recueil de différentes pièces de clavecin de 1745, qu'on va vous faire circuler sous la forme d'un fac-similé. C'est un recueil qui est dédié à l'abbé de Münster et qui comprend un certain nombre de morceaux comme la douceur, le glorieux, les coureurs, la fuite des Hongrois. Alors un certain nombre de ces pièces ont été interprétées par André Farley-Simsler, oui, sur l'orgue Silbermann de Châtenois, et ont fait l'objet d'un enregistrement en 1997. Et pour ceux que ça intéresse, sur YouTube, une pièce de clavecin que j'aurais bien aimé vous faire entendre est disponible, en l'occurrence le Grand Orage, et vous verrez par vous-même que une interprétation sur clavecin est évidemment tout à fait différente de ce qu'on peut entendre sous la forme d'une interprétation sur un orgue. S'agit-il d'ailleurs d'un Silbermann. Autre clin d'œil, voilà, en direction d'Ebersmünster, une illustration extraite d'un ouvrage de Peltre, un des grands prieurs de l'abbaye d'Ohenbourg pour l'époque moderne. Vous pouvez aussi voir l'ampleur de l'abbaye du point de vue du bâti à cette époque. Le XVIIIe siècle alsacien est, pour ce qui est de nos collections, par ailleurs bien représenté dans les fonds musicaux par un ensemble de 3 antiphonaires de l'abbaye d'Andlau, copiés respectivement en 1750, 1767 et 1769. Je les mentionne juste en passant pour attirer aussi votre attention sur le fait qu'évidemment on a continué à confectionner des antiphonaires au-delà de l'époque médiévale, puisqu'on a eu besoin évidemment de ces ouvrages liturgiques en toutes les époques. Après avoir réalisé cette présentation des ouvrages liturgiques anciens présents dans les fonds de la bibliothèque humaniste, il importe désormais d'entrer dans le vif du sujet en présentant le premier des 2 grands ensembles documentaires hérités du XXe siècle, à savoir la bibliothèque musicale de l'abbé Martin Vogeleis. Et là, j'irai un peu plus vite. Alors, quelques mots sur Martin Vogeleis, qui a vécu de 1861 à 1930. Il était originaire d'Erstein, a été initié dès son plus jeune âge à la musique et à l'orgue par son oncle, qui était également prêtre du diocèse de Strasbourg. Vogeleis est lui-même ordonné en 1895 et il devient rapidement professeur de chant et de musique au petit séminaire de Zillisheim, avant de devenir vicaire à Elkirch-Grafenstaden en 1892. Et vers la fin de sa vie,
il est aumônier à l'hôpital de Sélestat. C'est un personnage qui a parcouru et passé au crible les collections des bibliothèques et des archives à travers l'Europe afin d'explorer le passé musical de l'Alsace. Et on sait par ailleurs qu'il était membre de toute une série d'associations musicales. Alors, au-delà de ces nombreux articles, de toutes ces contributions, il est avant tout l'auteur d'une histoire de la musique en Alsace, les Quellen und Bausteine zu einer Geschichte der Musik und des Theaters im Elsass, de l'an 500 à 1800, imprimé à Strasbourg par le Roux en 1911. Et c'est un ouvrage, je crois, dont on peut dire qu'il fait toujours autorité. Cette somme devait, aux yeux de son auteur, être avant tout la base d'une histoire de la musique en Alsace, ouvrage qu'il importe toujours d'écrire, si on en croit les écrits ou la synthèse de Geneviève Honegger. 6000 notices ont été rassemblées dans cet ouvrage sous la forme de regestes, notices qui portent sur des documents fondamentaux comme l'hymnaire de Murbach du 9e siècle, qui est encore conservé de nos jours dans les collections de la Bodleian d'Oxford, des notices qui portent également sur des compositeurs, etc. etc. Concernant la Bibliotheca Alcediana en elle-même, ce sont environ 3000 titres qui constituent ce remarquable ensemble. Ce sont des livres de chant, de partitions, d'études musicales diverses, des œuvres alsaciennes, anciennes, mais aussi récentes, puisque Vogeleis a eu aussi le souci d'acquérir des choses, je dirais, publiées au cours de son vivant, en tous les cas. Concrètement, donc, cet ensemble s'étend dans le temps de 1701 à 1930. Néanmoins, il faut souligner aussi la présence d'un certain nombre de fragments de manuscrits médiévaux, ce qui nous permet de dépasser le premier élément de la fourchette chronologique du début du XVIIIe siècle. C'est un fonds qui est régulièrement consulté par des musicologues et par d'autres historiens qui viennent y puiser la matière première nécessaire à leurs travaux. Je vais un peu plus vite. Le dernier grand ensemble dans nos collections, c'est évidemment la bibliothèque musicale des compositeurs alsaciens. C'est un projet qui a vu le jour en 1985 et qui a été parachevé en 1987. Le maître d'œuvre de ce projet, c'est Gabriel Andrés, qui a tenu à ce que le plus grand nombre possible d'œuvres musicales composées par des auteurs alsaciens puissent être conservées et communiquées dans le cadre de la salle de lecture de la bibliothèque humaniste. D'ailleurs, Gabriel Andrés lui-même a été le premier en quelque sorte à alimenter ce fonds en y déposant les œuvres de son beau-père, Joseph Ernst. Alors, à l'issue de 25 années d'accroissement, provenant autant de Gabriel Andrés, qui a eu le souci de continuer à alimenter cette bibliothèque musicale, et qui a également bénéficié d'un certain nombre de dons d'autres personnes. On va citer notamment, pour ce qui est des contributions les plus récentes, Béatrice Zichler-Perruchon, qui a eu à cœur de déposer, de donner plutôt à la bibliothèque humaniste les partitions de son grand-père Auguste Schirlen. Là aussi, pour donner quelques chiffres, on compte 2918 œuvres différentes, en l'occurrence 1277 compositions manuscrites et 1641 éditions imprimées. Ces œuvres musicales ont été composées par 106 compositeurs représentés dans ce fonds, dont 61 sont originaires d'Alsace. Du point de vue matériel, donc là vous avez un petit clin d'œil, un extrait de la presse rappelant la création de ce fonds. Donc ce sont des choses qui se présentent de cette façon. On va faire des normes horaires. Ce fonds est composé de 80 boîtes d'archives et représente une vingtaine de mètres linéaires. Les documents conservés sont très divers et ils reflètent évidemment les centres d'intérêt des donateurs et évidemment des compositeurs. Par exemple, dans le fond rose, on trouvera de la musique pour pièces de théâtre ainsi que des chansons. Les langues représentées reflètent l'histoire culturelle et linguistique de l'Alsace, donc on trouve du français, de l'allemand, mais aussi de l'alsacien. Le latin apparaît également par le biais de la liturgie. Et du point de vue de leur typologie, les documents se répartissent entre des partitions, du matériel d'orchestre, des conducteurs. Les fonds peuvent aussi renfermer de la correspondance, des coupures de presse et autres documents permettant de resituer les compositeurs dans leur contexte.
Alors tous ces fonds ont été dûment répertoriés et apparaissent clairement dans le catalogue informatisé de la bibliothèque, qui en assure et la conservation et la communication, et grâce aux partenariats qui sont en cours, on assure également la mise en valeur. Donc en conclusion, très brièvement, j'ai déjà grignoté le temps de mes camarades. Vous voyez que les fonds musicaux de la bibliothèque humaniste s'étendent dans le temps de l'époque médiévale à l'époque tout à fait contemporaine. Ce sont des fonds, notamment pour le dernier, que nous avons à cœur de continuer à alimenter. Et ce sont autant, je dirais, de segments de nos fonds qui, je dirais, sont amenés à connaître des actions de mise en valeur, à l'instar de cette causerie de ce soir. L'Alsace sert de chant choral, et puis pour l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui, c'était de parler un peu de ce démarrage du 19e siècle et surtout des compositeurs. Alors évidemment, il y a eu musique continuellement. Peut-être que le 19e siècle est marquant parce que les choses se structurent et s'officialisent davantage. Les chorales qui se structurent progressivement en associations et se regroupent autour de paroisses, évidemment. Et c'est au début du 19e siècle, 1830, 1840, 1850, qu'apparaissent officiellement les premières chorales. Et ce côté de Mulhouse vers 1840. Et évidemment, les impulsions sont diverses. Soit sous l'aspect religieux, une participation aux offices ou une animation des offices religieux, ou aussi sous l'instigation de notables, et notamment des industriels de la région, qui voilà différents intérêts pour eux. D'une part, une forme d'éducation que l'on peut apporter à leurs employés, à leurs ouvriers, et peut-être pour certains à les surveiller un petit peu, mais en tout cas pour les former et leur apporter une culture musicale. Et pour ceci, on ne désigne pas toujours sur les moyens, on fait venir souvent des personnalités extérieures de la région pour en être les responsables, pour en être les animateurs. C'est le cas notamment pour Guebwiller, où on fait venir un Autrichien, Charles Kienzel, qui vient au début des années 1830, sous l'invitation qui est faite par l'industriel Burckhardt, et qui met en place une activité musicale, et qui sera à la fois organiste, chef d'orchestre, directeur de chorale, et qui dirigera aussi quelque peu l'école de musique, si vous voulez, pour former toute cette population. Il y a un exemple, il y en aura d'autres dans toute l'Alsace, notamment dans les vallées qui ont été au départ peut-être les plus mobilisées dans ce sens-là, peut-être parce qu'elles étaient aussi à l'écart des grandes villes, où c'était plus naturel d'avoir ce genre d'activité. Donc progressivement, ces chorales s'organisent, et très rapidement on arrive aussi à la notion de fédérer, de ne pas être resté isolé, et du coup arrivent les fédérations, l'association des chorales d'Alsace, Sainte-Cécile, la Fédération des sociétés de chant et de musique, la FSMA également, donc plein de fédérations qui s'organisent, avec chacune une vocation bien précise. Et évidemment, les années 1880, l'association l'Union Sainte-Cécile, évidemment, reprendra des chœurs qui sont en activité dans les paroisses, alors que l'association des chorales d'Alsace est beaucoup plus profane, dirons-nous, sans pour autant renier l'aspect religieux, mais à d'autres, disons, d'autres directions. Donc ceci entraîne une dynamique, et c'est ce qui est important à retenir, c'est que la dynamique engendre une émulation, et très rapidement on arrive à des festivals qui durent sur 2, 3 ou 4 jours s'il le faut, et on déplace, les gens viennent de toute l'Alsace pour un lieu, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Sélestat,
où tous les ans, il y a cette rencontre avec réunissant plusieurs centaines de choristes et plusieurs dizaines d'ensembles musicaux. Et ceci crée une dynamique. On y est aussi parfois dans l'esprit du concours, on se frotte un peu aux autres, disons, aux autres chorales pour voir où en est le niveau. Et puis, il y a des chœurs d'ensemble qui sont chantés, et des thématiques qui sont de l'époque, le chant du travail aussi de temps en temps, mais le salut aux chanteurs, hein. Et là je pense à 1860 avec un compositeur qui s'appelle Joseph, alors selon le cas c'est Héberger ou bien Heibarker, qui est originaire de Mulhouse et qui compose un salut aux chanteurs pour 1860 qui est donné donc en grande pompe à cette occasion. Donc on voit qu'il y a à la fois le phénomène de chant choral au sein d'un village ou d'une paroisse, et puis ensuite la dimension supplémentaire qui est au sein d'une fédération. Notons que ce genre de compétition ou d'émulation permet d'élargir les répertoires et les orientations musicales. Ainsi, il naît aussi des chœurs profanes. Il naissent des chœurs profanes qui représentent aussi des corporations. Chorale des boulangers, chorale des bouchers, des instituteurs, etc., qu'on retrouve dans les grandes villes notamment, et dont certaines existent encore aujourd'hui, qui datent de cette époque-là. Très vite, on aura aussi besoin de compositeurs. Or, à cette époque-là, on puise dans le répertoire existant des grands répertoires, Bach et compagnie, Mendelssohn, etc. Ou alors dans les compositions, on s'adresse aux compositeurs locaux. Ils tiennent une place particulière. Et ces compositeurs locaux, que j'appellerais alsaciens, où sont-ils? Ils sont absents des grands ouvrages de référence d'histoire de la musique, que ce soit le Groove, ou bien en anglais, en plusieurs volumes, ou bien Umgegend, Musikgeschichte und Gegenwart, on trouve très peu de compositeurs alsaciens. C'est qu'il y a plusieurs catégories. Je vais tenter d'en proposer quelques-unes, ce n'est absolument pas cloisonné, mais d'essayer de cerner un tout petit peu quels peuvent être les profils, et peut-être aussi expliquer pourquoi cette absence de tous ces compositeurs dans ces grands ouvrages. Rappelons qu'en 1970, un ouvrage est paru sur un recueil qui recensait à peu près 400 compositeurs, tous genres confondus, qui était fait par M. Müller, ouvrage qui n'a malheureusement pas été réédité, même s'il en était question au milieu des années 90. Et si on avait prolongé ce travail, on en serait actuellement à 700, peut-être même davantage, avec les genres nouveaux qui éclosent, qui naissent ces dernières années. Donc quel peut être le profil? D'une part, c'est un compositeur alsacien, quelqu'un qui répond à la demande locale ou au tissu musical alsacien plus particulièrement. Il y a là, c'est une personnalité qui est ancrée dans une personnalité connue, dans un village ou bien dans un quartier d'une ville, et qui a une certaine notoriété qu'on respecte, qui a une certaine que l'on estime, et qui pour lui aussi a quelque part un sens du devoir envers ses compatriotes de produire une musique. Donc on voit déjà qu'il y a une musique qui va vers une réponse, une attente et un travail fait sur mesure pour les ensembles qui existent. Il y a d'abord les compositeurs que j'appellerais ici officiels ou reconnus, et tout est entre guillemets évidemment. Je pense que ce sont ceux qui sont professeurs de conservatoire, qui ont fait un cursus à Paris ou bien en Allemagne, puisqu'après 1870 on était un peu partagé, et on fait les deux. Et je prendrai l'exemple de Marie-Josée Herbe, qui a rayonné en Alsace, qui était professeur au conservatoire, on peut le considérer comme reconnu, mais on a, comme tout à l'heure, on a Shirley, également Auguste Shirley, qui a fait ses études et qui a ensuite été maître de chapelle à Paris, Jules Veillard, originaire de Soultz, qui lui aussi émigre à Paris, mais aussi Madeleine Ville,
dont on a parlé, qui aimait rester en Alsace et qui, en tant que professeur d'écriture, de contrepoint, mais aussi directrice de l'ensemble d'ensembles musicaux à Mulhouse, du chant sacré, se place donc quelque part, est une référence officielle parce qu'il y a un cursus officiel qui est reconnu. Là aussi, on répond à une demande. Si on devait faire le catalogue des œuvres, il a été fait, mais si on devait le parcourir de Marie-Josée Herbe, on se rendrait compte qu'il y a énormément de choses qui répondent à une actualité locale. L'hymne à l'Alsace, les œuvres à Sainte-Odile, etc. Donc c'est quelque chose qui, parce qu'il y a une demande, mais aussi parce qu'il y a une pratique intense, on voit qu'il y a des possibilités de se faire jouer. Malheureusement, et comme pour d'autres, ces compositeurs sont oubliés. Il n'y a pas ce rayonnement au-delà des Vosges ou même au-delà du Rhin. Parce que quelque part, ils sont, et comme je disais tout à l'heure, ils répondent à une demande, ils sont estimés, ils sont reconnus dans leur environnement pour leurs compétences, ils répondent avec du sur-mesure, et voilà, ils sont connus, célèbres. On n'a pas non plus cette prétention d'aller peut-être plus loin. Pour Madeleine Ville, elle aura eu la chance, c'est une parenthèse, si vous m'autorisez, d'être jouée à Paris en 1946, où l'orchestre de Mulhouse avait, sous la direction d'Ernest Bourg, avait ouvert la saison officielle de la programmation des concerts du conservatoire à Paris, et il avait placé une œuvre de Madeleine Ville à cette époque-là. Quand même, tous les articles du Monde et autres grands journaux de l'époque ont relaté cet événement. Fermons la parenthèse. Donc il y a ce problème du rayonnement au-delà. Deuxième catégorie, ce sont les instituteurs. Donc, instituteurs qui sont formés à l'école normale, évidemment, dans les différentes écoles normales de l'Alsace, et il y a le cursus obligé de savoir maîtriser quelque peu la musique, certains ont plus de talent que d'autres, et puis après 1870, cet enseignement de la musique est renforcé. Normal, obligé de faire, savoir jouer à l'orgue, d'accompagner le soir avant de coucher le choral avec le professeur à côté qui écoutait s'il n'y avait pas de quinte parallèle ou d'octave, etc., ou de sensible qui n'atteint pas la tonique, etc. Donc on avait un œil attentif et de formation. Et parmi eux, il y a ce que j'appelle avec l'humour, quelques immigrés, hein, le fameux Wilberger qui a été enseignant également, mais aussi d'autres personnes qu'on a tendance à oublier. On a parlé tout à l'heure pardon, je suis plus loin. Oui, j'étais devant le mien, mais pas devant vous. Joseph Ernst, ou bien alors Bronner, ou bien Charles Engel, Edouard Kiefer, pour les organistes qui se savent encore, il y a quelques années, les fameuses harmonisations de Kiefer que l'on mettait qui harmonisait les chants à 4 voix pour l'organiste, et également Alois Braun du Haut-Rhin, mais Fernand Gucciardi qui a exercé, qui est instituteur aussi, qui a exercé dans le bassin minier, et puis René Bernard qui est décédé dans la région, et plus précisément à Célestat, qui a laissé bon nombre de motets pour 4 voix d'hommes. Mais là, on arrive à un autre problème, c'est quelles étaient ces chorales au départ, et évidemment, elles étaient essentiellement des voix d'hommes, puisque pour des raisons de dogme, les femmes n'avaient pas tout à fait le droit de chanter à la tribune à l'église, donc on a un répertoire essentiellement dans ce sens-là. N'empêche qu'il n'y a pas uniquement ce répertoire-là. Une autre catégorie qui est non négligeable en Alsace, ce sont les membres du clergé. Ils sont extrêmement influents. Il y a Monseigneur Hoch, il y a Ham, mais il y a aussi Schneider, Gerbert, et puis, pas loin d'ici, puisqu'il était actif à Saint-Hippolyte, Léon Bourgeois, qui a laissé une messe qui était chantée pendant longtemps dans les paroisses, ce qu'on appelle la bourgeois-masse. Hein, et hop, aujourd'hui, c'était la messe bourgeois qu'on jouait et qu'on chantait, notamment où il était exercé également à Soultz, hein,
On a ça dans les archives, et puis de temps en temps, jour de fête, allez hop, on sort la messe bourgeois. Hein. Et voilà, donc des personnalités importantes, ce qui veut dire aussi que le clergé était formé à la musique et avait des compétences. Et toutes ces personnes étaient certes aussi des compositeurs, mais aussi d'excellents organistes. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Léon Bourgeois, et croyez-moi, quand il improvisait, j'étais ado, hein, quand il improvisait à l'orgue, il y avait du matériau et du matériel, et ça sortait, je veux dire. Alors il avait encore soulevé un tout petit peu sa soutane pour ne pas être gêné au pédalier, et puis vas-y, il n'y avait plus rien à redire, hein, lorsque l'improvisation était faite, tout avait été dit. Donc il y avait aussi un clergé qui était compétent sur le plan musical. Le clergé et les enseignants. On dit que dans le village, il y avait deux personnes principales, le curé et l'instit. Et sur le plan musical, c'est à peu près la même chose. L'instituteur, combien de ces instituteurs que j'ai cités tout à l'heure ont laissé un petit motet, etc., qui aujourd'hui semble anodin, mais il l'a composé sur mesure pour les choristes qu'il avait en face. Et c'est ça qu'il faut retenir. Évidemment, ça n'entre pas dans des grands dictionnaires. Ça n'a pas changé la face du monde sur le plan musical. Il n'avait pas cette prétention et il n'avait pas les interprètes pour. Donc, ils ont su. Bon. Donc, on n'était pas obligé de puiser continuellement dans un autre répertoire. On avait le répertoire traditionnel, classique, je dirais, mais cette solution d'appoint qui permettait d'avoir quelque chose en plus. Alors combien connaissent l'hymne à la Vierge qui est chanté encore tous les ans, paraît-il, à Rino. Rino, il a tous les ans à la fête de je crois que c'est à la fête Dieu, on chante un hymne qui s'appelle Notre-Dame de Rino. Et vous posez la question, ils savent, ah oui, on connaît. Personne n'a diffusé, c'est local. C'est l'institut de l'époque qu'il avait composé, et un cantique extrêmement simple, mais bien charpenté, bien écrit, mais qui n'a pas d'autre prétention. Ceci pose bien sûr le problème du patrimoine, que je parlerai tout à l'heure un tout petit peu. Ensuite, il y a ce que j'appelle les indépendants, ou les inclassables, si vous voulez. Les gens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas non plus en partie du clergé, mais qui ont fait un peu d'études musicales et puis qui font d'autres choses à côté. Alors j'ai pris comme exemple Aimé Dussour. On n'a peut-être jamais eu affaire à lui, il vaut mieux, c'est un avocat de Mulhouse, et qui dirigeait la chorale de la paroisse Sainte-Geneviève, et qui a laissé bon nombre, plusieurs œuvres qu'on trouve dans des catalogues, mais allez les retrouver maintenant avec beaucoup de mal. Je peux vous le présenter parce que je l'ai depuis 3 semaines environ. J'ai trouvé un Audie Christus Natus qu'il a composé, encore manuscrit. C'est notre problème auquel je viendrai tout à l'heure. Philippe Muller, qui est originaire de Strasbourg, qui a au milieu du XXe siècle créé sa maison d'édition. Victor Schmidt, qui est parti au départ dans l'industrie textile, hein, c'était pas son job premier. Ou bien Alfred Weiss également, qui lui travaillait dans ce qu'allait devenir la SACM, etc., et qui est un des membres fondateurs du Théâtre à la Sainte-Mulhouse. Donc voilà, ces indépendants sont des gens qui sont actifs dans une chorale le plus souvent profane, qui n'a pas de vocation religieuse, et qui composent, qui écrivent énormément. N'oublions pas qu'on ne considère pas comme un compositeur, mais des gens qui ont laissé des harmonisations de bon nombre de chants. On peut les assimiler quand même quelque part, on peut les faire partie de ce genre de démarche. Il y a le fameux Théocrite, tous ceux qui ont fait un peu de chœur d'homme connaissent, il a harmonisé tous les chants alsaciens. Et puis, 2 cas qui sont particulièrement intéressants. Joseph Hetsch, qui est originaire de Rouffach et qui a fait sa carrière à Lyon, hein, et qui est harmonisé également. Là, c'est un autre exemple de compositeur qui, au milieu du XXe siècle, a quitté la région, a été formé ici en partie, et a quitté. Et l'autre, Alain Langrée, qui pour des raisons professionnelles n'est pas originaire d'Alsace et qui est venu s'installer à Mulhouse et qui a harmonisé énormément de chants. D'autres,
j'ai mis des points de suspension parce que on ne peut pas les citer tous, d'autres harmonisateurs. Il y a entre autres Marius Trommelschlager qui en a fait également, qui est une personnalité aussi du monde musical. Alors, quels sont les moyens de diffusion? Et c'est bien une des questions cruciales, notamment pour constituer un fonds. Il y a la revue Cecilia, il y a les revues de chaque fédération, il y a des maisons d'édition officielles, mais le plus souvent, ce sont les maisons d'édition des compositeurs. Les compositeurs ont créé leur propre maison d'édition pour, alors, Alphonse Borg, Alfred Weiss, Joseph Graf, etc., ont tous leur propre maison d'édition. Quelque part, ils font tout le boulot. Ils composent et ils diffusent. Et quelque part, ils sont aussi rémunérés à travers cette diffusion. S'ils passaient par un éditeur officiel, ils seraient moins rémunérés. Donc, ils maîtrisent tous les niveaux de la production, entre guillemets. Et puis, il y a le manuscrit. Bon nombre d'œuvres restent à l'état du manuscrit. Quand je disais tout à l'heure que Aimé Dussour, cet avocat mulhousien, bien, tout est à l'état de manuscrit. Et le manuscrit en lui-même, et si vous observez ici ce qui est conservé en ce qui concerne Madelineville, et il est concerné ici, c'est également l'essentiel étant manuscrit, n'a pas été édité. Donc, ça part plus vite, malheureusement, à la décharge ou à la poubelle lorsque c'est manuscrit, et c'est une de ces difficultés pour nos compositeurs, et pour maîtriser et pour mieux connaître ce patrimoine. Donc, si l'on récapitule dans Cecilia, où Dussour a été édité de temps en temps, il y a là ce souci d'actualiser, de mettre au courant, de diffuser de la musique, estime de qualité. Au même titre que les harmonisations qui sont faites pour les organistes dans les livrets que les organistes connaissent. Donc, maison d'édition locale. Une fois de plus, on est dans le local, on n'est pas dans l'international, ou encore moins dans l'international, ou dans le national. Ce qui fait que les compositeurs alsaciens sont quelque part des épiphénomènes, ou se limitent à la région, ou ne sont que très rarement, disons, communiqués à l'extérieur, parce qu'il y a suffisamment de chorales pour les chanter. Et il y a cette forme de satisfaction lorsqu'on est chanté de son vivant, ben on entend ce que ça donne, voilà, et on ne se soucie pas de l'après. Et ce qui est quelque part un handicap pour celui qui s'intéresse à vouloir mieux connaître ce patrimoine musical, parce qu'il y a énormément de manques. Et dans cet ouvrage de 1970 que j'ai cité tout à l'heure, bon nombre d'œuvres sont citées, et on dit, tiens, ce serait intéressant de voir cette musique. Mais où va-t-on la chercher? Le fond, certes, de Célestat est important, mais par rapport à ce qui a existé, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc on en arrive à plusieurs solutions. Soit, comme ça a été le cas hier pour moi, enfin plus précisément pour mon épouse, parce qu'elle connaît un peu ce que je cherche, ou au marché de puces à Guebwiller, on a acheté pour 50 centimes un paquet de partitions. Et puis il a vu qu'il y avait un compositeur alsacien, il dit bon allez, pour 50 centimes je prends tout le paquet. La moitié est passée à la poubelle parce que c'était des photocopies de choses qui étaient récentes et qui n'avaient aucun autre. Mais j'ai découvert comme ça hier après-midi qu'il y avait une maison d'édition à Guebwiller que je connaissais, dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne veux pas dire que je connais tout, mais en tout cas avec quatre œuvres, 2 pour voix d'enfant et puis 2 pour voix d'homme. Voilà, on en est réduit à ça. J'ai également trouvé un manuscrit, une œuvre manuscrite de Jules Bengert. Voilà. Donc on en est réduit à ça. Il y a une autre solution, peut-être, c'est de voir ce qu'il y a encore, ce qu'il reste dans les bibliothèques des chorales. Si tout n'a pas été, comme on dit vulgairement, bêné à un moment d'un déménagement. Car ceci montre toujours cette activité très intense
qu'il y a eu dans notre région. Aujourd'hui, certes, c'est plus... les moyens de diffusion sont plus faciles. Le problème se pose différemment. Mais par contre, en ayant connaissance de ces fonds, on peut quelque part aussi renouveler le répertoire choral en puisant dans l'existant. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit actuellement n'est pas intéressant, loin de là, au contraire. Mais permettrait de retrouver des compositeurs modestes et des compositions simples à la portée des chorales d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est important aussi. Alors tout n'est pas en allemand, tout n'est pas en alsacien aussi, même si s'il fallait décliner toutes les compositions qui sont sur l'Alsace, Mi-Elsass, Elsass-Eschen et compagnie qui ont été écrites, ça vaut son pesant d'or, hein, je vous garantis, chacun décline à sa manière et c'est très intéressant, on peut en sourire évidemment, mais chacun a apporté sa contribution, ce qui est aussi un indicateur de la motivation des gens. Et ça a été chanté. Donc voilà, on en arrive donc à cette situation où, oui, il existe énormément de compositions. Il ne pense pas qu'il y ait beaucoup, en France en tout cas, pas de régions qui puissent partager ce patrimoine. Mais où est-il? Et comment le faire vivre? Avons-nous encore les gens qui ont envie de chanter cela, alors que c'est de la musique de qualité? D'autres l'ont chanté. Et évidemment, ceci passait aussi s'il y avait concours, rassemblement choral qui était fait par des concours de composition, et notamment ceux qui ont été organisés après, je ne citerai que cela, mais il y en a d'autres, après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, par la FSCM. Et la Fédération des sociétés de chant et de musique qui avait organisé des concours et tous les ans renouvelait un répertoire. Parmi eux, il y avait de temps en temps des compositeurs alsaciens qui ont été retenus, mais aussi d'autres compositeurs venant d'autres régions de France. Et là, il y a un apport extérieur qui, à un moment donné, qui a été amené pour renouveler le répertoire. Ces œuvres ensuite ont été primées, et je dire, et je terminerai avec ça, parce que sinon je dépasse, je crois, c'est ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Merci Denis, je te rappellerai aussi à ton tour. Je veux dire, il y a quelque temps, j'ai pu déposer ici plus de 200 partitions de chant choral de compositeurs alsaciens. Je crois qu'ils étaient une quarantaine de compositeurs différents. C'est remarquable ce qu'on a, des choses que j'ai glanées à droite et à gauche et puis qui encombraient un tout petit peu chez moi le grenier et la cave. Voilà, et puis en tout cas que j'ai collectionné depuis un moment, en attendant aussi le moment où une démarche allait être faite, structurée, dans ce sens-là. Donc il existe un répertoire. Certes, il y a des choses qui sont plus ou moins réussies, mais ça vaut la peine quand même d'y jeter un œil. J'espère que les démarches les conférences qui sont faites permettent en tout cas d'insensibiliser un plus grand nombre pour aller dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention. D'arriver après deux autres conférenciers. Moi, je vais vous proposer des chiffres. Donc, j'espère qu'ils seront suffisamment parlants pour vous apporter un éclairage sur ce qu'est le chant choral en Alsace aujourd'hui. Ces chiffres datent de 2007. Donc, je tiens à le préciser aujourd'hui, mais je peux vous dire que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis, ou alors vraiment à la marge.
Nous avons en 2007, enfin avant 2007, nous avions recensé, donc quand je dis nous, c'est Mission Droit Alsace, dans le cadre de notre travail d'observation, nous avions recensé 1384 chorales en Alsace. Grâce à l'aide des communes, grâce à l'aide des différentes structures, on a eu vraiment les informations précises, les adresses sur 1384 chorales en Alsace. Ce qui est impressionnant, et ça rejoint ce que disait Paul-Philippe tout à l'heure, par rapport à d'autres régions de France, puisqu'au même moment, d'autres régions ont fait le même type d'enquête. Et à titre d'exemple, en région centre, qui comprend 7 départements, ils ont recensé 400 chorales. Donc nous sommes ici sur un nombre très important de chorales, et je pense que c'est déjà très important de le souligner. Nous avons recensé 1384 chorales, mais nous n'avons pas tenu compte des chorales qui existent au sein des établissements scolaires. Donc pas de chorale de l'éducation nationale, ni de chorale d'enseignement artistique. Toutes les chorales qui ont une vocation pédagogique n'ont pas été recensées ni interrogées. Donc ça vous donne l'importance du chant choral en Alsace. Donc ces 1384 chorales ont été interrogées. Et nous avons eu donc un taux de retour de 34%, donc 459 chœurs et 388 chefs ont répondu à une enquête. Cette enquête nous permet ce soir de vous présenter quelques chiffres sur l'état du chant choral en Alsace et quelques commentaires. On estime à 35 000 le nombre de choristes en Alsace, soit un choriste pour 50 habitants. En ce qui concerne les types de chœurs, vous voyez que ce sont les chorales liturgiques qui sont largement dominantes puisqu'elles sont 63% du total. Puis des chorales généralistes qui se répartissent en chorales d'adultes, d'enfants du 3e âge, d'entreprises, ces fameuses chorales qui sont liées aussi aux corporations souvent, 2%, chorales d'université, 1%, ce qui est normal. Vous voyez aussi que, en fonction du type de chorale, que ce soit des chorales liturgiques ou généralistes, en fait ce qu'on a appelé chorale liturgique, c'est toutes les chorales qui animent un office, mais qui n'ont pas uniquement une vocation liturgique. Elles ont parfois aussi une vocation de concert. Et puis les chorales généralistes qui, elles, sont totalement donc, dans la vie laïque. Donc vous voyez que en zone rurale, il y a 71% de chorales liturgiques, 39% des chorales généralistes, et en zone urbaine, ça s'inverse. On s'est intéressé au recrutement, ouvert à tous ou pas, avec audition ou pas. Je passe. En ce qui concerne l'âge des choristes, je vous laisse découvrir les infos. On peut noter que, par exemple, dans les chorales liturgiques, 43% ont plus de 60 ans en 2007. 43% des choristes ont plus de 60 ans. Alors qu'ils ne sont que 25% dans les chœurs généralistes. En ce qui concerne les sexes, donc garçons ou filles, hommes ou femmes, on voit que 35% des choristes sont des hommes, 65% sont des femmes. Après, c'est normal qu'on se plaigne du manque d'hommes dans les chorales. Les effectifs par pupitre, que je vous laisse découvrir. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me questionner. En ce qui concerne l'année de création des chorales, donc c'est les chœurs qui existent encore aujourd'hui et qui ont été créés à partir donc de avant 1910 et jusqu'à nos jours. Vous voyez que les chorales liturgiques existant encore aujourd'hui ont pour la plupart été créées depuis bien longtemps, alors que les chorales généralistes existant encore aujourd'hui ont surtout vu leur essor à partir des années 70.
C'est vraiment à partir des années 70 qu'on a créé des chorales hors liturgiques. C'est vraiment significatif, les graphiques sont parlants. En ce qui concerne les répertoires, donc les répertoires interprétés, toujours en fonction du liturgique ou généraliste, bon, bien sûr, les chorales liturgiques interprètent du répertoire liturgique. Mais ce qu'on peut peut-être noter, c'est qu'elles ne font pas que ça. Et ce qu'on pourra noter du côté des généralistes, c'est qu'elles interprètent surtout de la chanson harmonisée. 53% des chorales généralistes chantent de la chanson harmonisée. Et très peu de chorales chantent de la musique de tradition alsacienne ou de la musique contemporaine savante, par exemple. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite. Ça va? C'est lisible? Vous avez l'air tellement sérieux. Alors, en ce qui concerne les concerts, combien le chœur donne-t-il de concerts en moyenne chaque année? Vous voyez qu'il y a des chorales qui ne donnent jamais de concert. Donc il semblerait qu'il y ait des gens qui se réunissent uniquement pour chanter ensemble, sans qu'il y ait un souci ou un intérêt pour la diffusion. C'est logique, bien sûr, pour les chorales liturgiques qui animent l'office le dimanche. Pour les chorales généralistes, ça pose question. Sur les types de prestations aussi, donc 2/3 des chœurs qui chantent a cappella le font par choix, les autres le font par nécessité. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des instrumentistes, il faut travailler avec eux, souvent il faut les payer. En ce qui concerne les lieux de concert, donc la plupart des chorales, qu'elles soient liturgiques ou généralistes, se produisent dans des édifices religieux. C'est pratique, ça sonne bien. Vous voyez que l'extérieur n'est pas privilégié. Un sujet qui est assez intéressant à observer par rapport aux pratiques amateurs de loisirs. Quand on interroge les chorales sur la cotisation annuelle, on se rend compte que les montants payés principalement par les choristes sont très peu élevés. Vous voyez qu'on se situe à moins de 10 € par an pour 55% des chorales liturgiques, pour 9% des chorales généralistes, entre 10 et 20 €, de 20 à 30, etc. Ça m'a interpellé parce que je me dis que voilà une pratique de loisir qui ne coûte pas cher. On peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Pourquoi ça coûte si peu cher? Est-ce que ça a tellement peu de valeur? Est-ce que, par exemple, pourquoi on accepte facilement de payer 200-300 € par an pour une pratique de loisir comme, je sais pas, le tai chi, le qigong ou d'autres choses? Et pourquoi, si on demande à un choriste de payer 200-300 € de cotisation annuelle, il le refuse? J'en fais partie. Hein. Moi, j'ai chanté dans des chorales quand j'étais plus jeune. Jamais j'aurais accepté de payer des sommes pareilles. Ça pose un certain nombre de questions. Alors, le chœur a-t-il bénéficié de financement ou d'aide? Par exemple, des aides en nature, mises à disposition de salles ou autres. Hein. Donc 62% des chorales liturgiques et 69% des chorales généralistes ont bénéficié d'aides en nature. Ces aides provenant principalement des collectivités ou des paroisses. Collectivités pour les chorales généralistes, paroisses pour les chorales liturgiques. Le chœur a-t-il bénéficié de subventions publiques? C'est assez intéressant de voir que plus de la moitié des chorales, qu'elles soient liturgiques ou généralistes, bénéficient de subventions, principalement de la part de la commune d'implantation du chœur.
Paul-Philippe nous parlait tout à l'heure des fédérations de chant choral. Ces deux tableaux sont assez intéressants parce qu'ils nous montrent que donc, les chorales liturgiques sont pour la plupart fédérés et que pour les chorales généralistes qui ont été créées principalement à partir de 1970, on voit que ce qui est en jaune, ce sont les chorales non fédérées, ce qui est en bleu, ce sont les chorales fédérées. Ça questionne sur pourquoi une chorale se fédère ou pas à une fédération de chant choral. Qu'est-ce que la fédération de chant choral va lui apporter? Voilà, je pose simplement la question. Vous voyez que même des chorales liturgiques qui ont été créées après 2000 n'ont pas forcément adhéré à l'UEPAL ou à l'Union Sainte-Cécile. Alors il y a eu un pic d'affiliation important à partir des années 70 sur les chorales généralistes. C'est le phénomène à cœur joie par exemple, hein, donc fédération à cœur joie qui a connu là un grand moment de montée en puissance. Là je vais aborder l'aspect formation, qui est aussi assez intéressant à observer. Existe-t-il pour les choristes des formations au sein du chœur? Donc vous voyez que majoritairement, que ce soit dans les chorales liturgiques ou généralistes, c'est non. On ne se forme pas au sein d'une chorale. Certains choristes suivent-ils des cours de chant hors du chœur? Là, ça devient, c'est un petit peu mieux pour les chorales généralistes. Et en termes de formation, contenu de formation, c'est surtout la formation vocale qui est privilégiée. On ne parle pas beaucoup de formation musicale, de formation au répertoire, bref, de culture générale. Hein. C'est plutôt la formation vocale qui est privilégiée. Moi, ça m'interroge aussi. Je me dis, tiens, comment ça se fait qu'une pratique artistique qui recrute des gens qui n'ont pas de formation musicale puisse se permettre d'exister sans leur donner un minimum de formation musicale et sans les pousser à se former pour progresser ensemble, pour connaître les codes, pour améliorer sa voix, etc. On passe au chef. Alors vous voyez que dans le monde liturgique, les hommes sont plus nombreux. Hein. 61% des chefs de chœur liturgiques sont des hommes, contre 51% dans les chœurs généralistes, où c'est pas mal équilibré entre hommes et femmes. On s'est aussi interrogé sur la durée moyenne de direction. C'est assez impressionnant. 21 ans, 19 ans, l'âge moyen pour débuter la direction, ça me paraît assez raisonnable. Hein. On a déjà un peu d'expérience. L'âge des chefs. En lisant ce tableau, mais je vous le résume rapidement, on se rend compte qu'au sein des chorales liturgiques, 65% des chefs de chœur ont plus de 50 ans. 65% plus de 50 ans. Dans les chorales généralistes, 43% des chefs ont plus de 50 ans. Autre question qui m'a bien intéressé, le fait que vous dirigiez un chœur correspond à un choix. Je voulais devenir chef de chœur ou au résultat d'une suite d'événements pas forcément prévus. Alors vous voyez ce qui ressort. Donc surtout dans les chorales liturgiques, c'est oh bah oui, ce choriste-là, il a quelques compétences en musique, allez, le chef de chœur est parti, et ben on va lui proposer de diriger. Et souvent, on le fait sans qu'il ait été formé auparavant. Paul-Philippe, vas-y, exprime-toi. L'instit n'est plus là. L'instit n'est plus là. Effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il nous manque l'instit, et il nous manque peut-être le clergé formé à la musique aussi, qui sera plus exigeant par rapport à ça. Par contre, l'activité de chef de chœur est-elle rémunérée? Je me suis rendu compte en étudiant ces réponses que 31% des chefs généralistes
sont rémunérés ou peuvent l'être. Ça veut dire que ce sont des professionnels ou des semi-professionnels. Contre seulement 6% des chefs liturgiques. Question. Sur quelle base sont-ils rémunérés? Sur quels critères? Dans le cadre de quel métier? Est-ce qu'on paye des charges sociales pour ça? Nous, ça nous interroge, et à la place où on est, Mission Voix Alsace, on se pose la question. On se dit, tiens, ça pourrait être un vrai métier, une partie d'un vrai métier. Un professeur de musique qui enseigne dans un conservatoire pourrait très bien compléter ses heures en dirigeant un chœur, à condition que ça devienne un vrai métier. Mais là aussi, on est un tout petit peu encore bercé d'illusions en croyant qu'en Alsace, on sait faire. Les instituts savent faire. Hein, en gros, c'était ça. Parce que, vous savez, le chant choral dans les villages, c'était l'instituteur du village. C'est pas autre chose. L'instituteur, aujourd'hui, formé dans les IUFM, n'est plus formé à la musique. J'en parle totalement librement, puisque moi-même, j'ai été instituteur. Donc, je connais un petit peu le fond du problème. Encore un petit tableau que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai vraiment pris des extraits de notre état des lieux, pour ne pas être trop long, mais pour vous donner des choses un peu significatives. On se rend compte que quand même 39% des chefs des chorales généralistes ont une profession en rapport avec la musique. C'est pas mal, et je crois que c'est en train d'augmenter. Pareil pour les diplômes. Avez-vous des diplômes? Vous voyez qu'il y en a pas mal qui ont des diplômes musicaux quand même, 44% dans les chorales généralistes. Il y a encore un petit sujet qui me titille, c'est quand on leur demande s'ils envisagent de faire dans l'avenir une formation complémentaire, ben vous voyez que majoritairement, on peut dire, si on fait la moyenne entre les liturgiques et les généralistes, c'est non. Et moi ça m'interroge parce que je me dis qu'on ne peut pas diriger pendant 20 ans, 30 ans, sans se former régulièrement. Alors, j'aurais encore plein de choses à vous dire là-dessus, mais je voulais vraiment pas être trop long et aussi pouvoir répondre éventuellement à vos questions, peut-être à des questions que vous voudriez poser à Paul-Philippe Meyer ou à Laurent Nas. Mais je voulais vous dire que la pratique du chant choral est installée durablement sur le territoire alsacien. Elle est quantitativement très importante et représente la première pratique musicale amateur de l'Alsace, accessible à tous, à tout âge, et sans obligation de formation préalable. L'Alsace chante beaucoup en chœur et beaucoup plus que dans d'autres régions. Pourtant, il y a quelques bémols. Nos choristes sont âgés et on constate, plus que dans d'autres régions, l'absence dans les chorales de la génération intermédiaire, les 30-50 ans. Ainsi qu'une faible présence de choristes masculins, toutes générations confondues, ce qui peut nous interroger sur l'image que renvoie le chant choral. Est-ce que c'est quelque chose de ringard? Est-ce que c'est quelque chose de pas suffisamment viril, hein? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Et par rapport au chef de chœur, aussi une petite réflexion que je voulais vous donner en guise de conclusion. La durée de pratique et l'âge moyen des chefs de chœur nous interpellent. Il faut envisager un renouvellement. Puiser dans le vivier des choristes pour trouver les futurs chefs, valoriser surtout le chant choral en école de musique pour susciter des vocations, et proposer une initiation à la direction de chœur chez les enfants dès le plus jeune âge. Et là où il y a un paradoxe, c'est que depuis quelques années, le chant choral et la direction de chœur ont trouvé leur place dans les écoles de musique, et pourtant on observe un manque important de cadres pour la pratique chorale amateur. Donc il y a aussi un lien à créer entre l'enseignement dans les établissements d'enseignement artistique et les pratiques amateurs. Et c'est ce à quoi nous essayons de travailler le plus possible, en accord par exemple avec nos collègues de la FSMA, Fédération des sociétés de musique d'Alsace, qui se préoccupent eux des musiques et des ensembles instrumentaux, et dont Sylvain Marchal est ici dans la salle. Et je voulais le saluer parce que c'est grâce à lui que nous sommes là ici aujourd'hui ensemble, puisque c'est sa fédération qui a lancé ce projet de valoriser le patrimoine alsacien.
Donc je voulais le souligner et puis le remercier aussi pour toute l'énergie qu'il met dans ce sujet. Voilà, je voulais aussi remercier donc M. Laurent Nas qui nous a permis d'approcher un tout petit peu la richesse du fond des partitions qui sont ici même. Et puis Paul Philippe qui, avec son enthousiasme habituel, nous a fait partager son ressenti sur le passé. Et puis j'espère qu'avec mes chiffres, je ne vous ai pas trop fatigué. Mais je crois que c'était plus clair que des discours. Il me semblait que vu le temps imparti, ça passait beaucoup mieux par des tableaux que par un long discours. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Ça peut aussi être d'une manière tout à fait conviviale entre nous.